Bonjour à tous, bienvenue à cette classe de maître du crime. Donc, comme vous savez, depuis quelques années, on assiste à un progrès, à une transformation spectaculaire de l'industrie, due à l'intelligence artificielle, l'explosion de l'intelligence artificielle, qui est entre autres propulsée par les percées qu'on a eues depuis 10 ans en apprentissage automatique, donc en machine learning. On assiste à cette transformation qui est due, aux nouveaux algorithmes, les nouvelles méthodes qui sont développées, l'augmentation de la capacité de calcul du hardware qui nous permet d'atteindre, de s'attaquer à des problèmes nouveaux, ou en tout cas à une nouvelle échelle, et aussi la disponibilité de très grandes quantités de données. Donc tout ça, ça crée une explosion, ça ouvre de grandes possibilités pour l'industrie, pour la science, pour la technologie. Mais la question demeure encore, comment les exploiter correctement, okay, par exemple, pour une industrie, pour une entreprise, une petite entreprise, une entreprise moyenne, ou même pour une grande industrie. Comment mettre en pratique ces percées et ces avancées de la science et de la technologie. Et il y a encore un écart assez considérable entre tous ces progrès et la pratique. Cet écart, on le voit non seulement dans les méthodes disponibles, dans le savoir-faire, dans les recettes, les procédures, mais aussi dans le matériel disponible, dans la documentation, dans les cours. Beaucoup d'entre eux sont quand même assez théoriques et on a besoin de ça. Mais la mise en œuvre pratique, il manque encore de matériel pour guider les gens qui veulent utiliser l'apprentissage automatique pour l'innovation dans leur entreprise. Et le crime se spécialise là-dedans, dans ce passage entre ce savoir et ce savoir-faire. Et c'est dans cette optique qu'on a décidé de présenter cette série de classes de maîtres pour combler ce manque. Donc nous, on travaille au crime, on travaille principalement avec des entreprises qui veulent essayer des technologies nouvelles, qui ont des idées nouvelles, qui ont des possibilités nouvelles, qui veulent explorer. Et nous, on les aide à rentrer dans ce chemin-là et d'utiliser les nouvelles technologies et les nouvelles méthodes qui sont proposées. Donc, on essaye par ces classes de maîtres de contribuer à l'information, aux méthodes, et aussi de partager notre expérience. Donc, vous êtes aussi invités à communiquer avec nous, à partager, à commenter, à critiquer, à nous proposer des choses aussi. Et voilà, donc c'est la raison d'être de ces classes de maîtres. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un problème qui vient avec tous ces enjeux. Donc, on dit que les données disponibles augmentent, mais en réalité, pour que l'apprentissage automatique fonctionne, juste d'avoir des données comme telles, ce n'est pas suffisant. En général, il faut avoir des données annotées ou bien d'autres stratégies pour contourner ce problème-là. Et la notation, c'est un défi, on le voit dans presque tous nos projets, les projets qu'on fait avec nos partenaires. Et ça demande de la stratégie, ça demande des techniques, ça demande des approches, ça demande un savoir-faire. Et c'est le sujet de la présentation d'aujourd'hui. Donc, je vous présente Hamed Bodrati, un chercheur industriel au crime. Il a un doctorat en génie des systèmes d'information de l'Université de Concordia. Avant de se joindre au crime, il a travaillé avec plusieurs startups montréalaises. Donc, il est très au courant des problématiques concrètes vécues par les compagnies quand ils veulent faire de l'intelligence artificielle. Il était agent de recherche et maintenant, il est chercheur industriel au crime. Donc, une de ses
une de ses grandes forces, c'est qu'il est très au courant de la fine pointe de ce qui se passe. Et une de ses responsabilités, c'est d'essayer justement de rendre accessible pour nos clients et pour les autres membres du crime ces techniques de pointe. Donc, sans plus tarder, je lui laisse la parole pour ce masterclass. Merci à vous. On va avoir une période de questions à la fin. Donc, vous pouvez écrire vos questions dans le Q&A et je les lirai et je les présenterai et Ahmed va répondre à vos questions. À toi la parole, Ahmed. Bonjour à tous. Merci Ouman pour la présentation. Le sujet pour la présentation aujourd'hui, c'est de travailler avec des données insuffisantes en vision et texte, technique et stratégie. Apprentissage profond, en fait, c'est une partie, c'est une subclasse de réseau de neurones. Et réseau de neurones aussi, une subclasse d'apprentissage automatique qui est aussi une partie d'intelligence artificielle. La raison que maintenant l'apprentissage profond, c'est très populaire, on a appliqué dans beaucoup d'applications et il a montré beaucoup de réussite. C'est tout d'abord grâce à nos infrastructures, notamment GPU puissantes qu'on a accès maintenant et aussi multiprocessing ou parallélisme qu'il donne de l'opportunité pour processer les données plus vite. Aussi, maintenant, avec ces infrastructures, on peut entraîner les modèles plus gros et plus profonds, notamment multilayer perceptron profond ou réseau de neurones convolutifs, transformers et les réseaux recourants, notamment LSTM. Aussi, on a accès au big data ou les données gros parce que les modèles profonds sont, comme on dit en anglais, data hungry. Et avec plus de données, ils n'arrivent jamais sur plateau. Donc, ils peuvent toujours apprendre avec plus de données. Et en apprentissage populaire, c'est apprentissage supervisé. Que pour ça, on a besoin des annotations, labels. Et aussi, apprentissage profond est l'apprentissage de features d'être automatique et il offre les features haut niveau versus les features bas niveau, comme en anglais on dit handcrafted features. Et aussi, on a accès à transfer learning qui nous donne de l'opportunité pour utiliser les modèles qu'on a entraînés. Donc, on peut, c'est les modèles qu'on a entraînés pour autres applications, pour autres données, c'est réutilisable. Et avec ces caractères, apprentissage profond pouvait réussir dans beaucoup d'applications. Mais c'est quoi en réseau de neurones convolutifs? On voit qu'il y a plusieurs couches de convolution coup à coup et on peut entraîner
avec plusieurs couches et ça aide et améliorer l'apprentissage des features. Et à la fin, on a les couches pour la classification. En fait, l'avantage de processer les images co-vecteurs, c'est qu'on peut garder la relation dans l'espace entre les pixels au lieu que si on fait les images comme en vectorisé, on va perdre la relation entre les pixels et aussi, on peut postuler les filtres sur les images, plusieurs filtres sur les images et comme ça, on peut analyser les images plus précis, obtenir plus de features et les features ce serait plus riche que justement analyser avec un multi-layer perceptron. Et avec les réseaux de neurones convolutifs, ce qu'ils voient dans les premières couches, c'est justement les informations plus détaillées comme les frontières, les age et tout. Mais comme on avance avec plus les couches plus profondes, on peut voir plus parties précises, par exemple sur la voiture, on peut voir le pneu, les parties différentes et à la fin, on peut voir plusieurs versions de voitures ou par exemple pour les visages, on peut voir que dans les couches finales, on peut voir les visages et voilà. Ici, on a l'évolution des réseaux de neurones convolutifs. En fait, ces réseaux sont proposés dans les années et développés dans les années 80 et 90, mais à cause qu'on n'avait pas accès à l'infrastructure assez fort pour entraîner, ils ne pouvaient pas réussir en ce moment-là, mais c'était en 2012 qu'AlexNet utilisait justement, profitait l'infrastructure et pouvait entraîner un modèle plus profond et simplement gagner le premier état sur la compétition d'ImageNet. Et après ça, c'était en fait le point révolutionnel pour les réseaux de neurones convolutifs et en général l'apprentissage profond, que plus de réseaux sont proposés, comme on a vu dans la dernière slide, il y avait les couches différentes avec les... il y a en fait beaucoup de littérature que je ne veux pas entrer dans ça, mais c'était en 2015 que ResNet est proposé avec les connexions résiduales ou skip connection. On pouvait améliorer la performance de réseaux de neurones convolutifs. Et en fait, après ça, on a plus des réseaux qu'ils ont amélioré la performance de ResNet, mais avec les projets dans le monde réel, on a remarqué qu'en fait, on a besoin de données et les données sont plus importantes pour nous que justement les modèles.
si on a assez de données, on peut réussir à obtenir les bonnes performances. Donc, on va concentrer plus sur les données dans cette présentation. Mais on peut, je veux commencer avec un problème classique en vision, classification d'images, et on va utiliser les réseaux de neurones convolutifs pour résoudre ce problème. On a un jeu de données très simple, chat ou chien, et la tâche c'est pour prédire si l'image est chat ou chien. C'est un genre de CAPTCHA, c'est pour évaluer la performance comparer la performance de la machine avec l'humain. C'était une partie de jeu de données pour la compétition Kaggle. Pour entraînement, il y a 25 000 images, et pour le test, il y a 12 500 images, et on va entraîner avec 25 000 images, et on va tester avec ce dataset de test. Pour la performance, justement avec un réseau de neurones convolutifs, les participants qui ont entraîné from scratch, ça veut dire qu'ils n'utilisent pas Transfer Learning, ils ont leur poids, c'était par hasard. Ils ont obtenu presque 80%, mais quand ils utilisent Transfer Learning, ils ont obtenu 90%, mais le meilleur, c'était par Pierre Sermanet, avec presque 19%. On utilise aussi, même par exemple, on a 25 000, on utilise les techniques qui s'appellent augmentation de données, qui on présente et on laisse le modèle voir plus de versions d'images. Par exemple, on peut utiliser cropping, rotation et symétrie pour voir les différentes versions, pour que le modèle puisse voir les différentes versions d'images, et ça améliore la performance. Mais en fait, si on a de la chance pour récolter plus de données, c'est plus préféré. Et ça, c'est facile pour l'exemple de chat ou chien, mais dans beaucoup de scénarios concrets, c'est pas le cas. C'est difficile de trouver les données, et ça, c'est le but de cette présentation aujourd'hui. D'après Goodflap, Bengio et Courville, les gens très connus dans ce domaine, le code c'est en anglais. As of 2016, a rough rule of thumb is that a supervised deep learning algorithm will generally achieve acceptable performance with around 5,000 labeled examples per category, and will match or exceed human performance when trained with a dataset containing at least 10 million labeled examples. Mais dans beaucoup de l'application au monde réel, c'est impossible de récolter si grands jeux de données de 10 millions les images et annoter. C'est vraiment parfois cher, difficile, impossible, et d'avoir pour chaque catégorie ou la classe, on a besoin de 5000 images dans beaucoup de projets qu'on a fait avec nos partenaires au crime. C'est impossible d'avoir si nombre de données. Donc,
données insuffisantes, on peut regarder insuffisantes dans trois aspects. Le premier, c'est que le jeu de données, c'est petit mais annoté. Dans ce cas, c'est difficile de trouver les données, mais facile ou possible d'annoter. D'annoter, ça veut dire de trouver les labels ou les classes, les outputs pour le donner, pour dire que si c'est chat ou chien, ça c'est un label qu'on donne à une image particulière. Mais un autre aspect pour dire les données ne sont pas suffisantes, c'est que les données ne sont pas assez annotées. Et pas assez, ça veut dire qu'on a beaucoup de données, mais la plupart ne sont pas annotées ou annotées faiblement, pas beaucoup d'informations ou pas assez d'informations ou pas annotées du tout. Et le troisième, c'est que même on peut récolter des données, on peut annoter, mais il y a encore dans beaucoup, en pratique, c'est possible qu'on peut recevoir les données, les nouvelles données avec les classes, les nouvelles classes, les classes inconnues en modèle entraîné. Dans ce cas, c'est par exemple les nouveaux produits dans le futur ou par exemple jamais vu en signe en anglais ou sous division des classes actuelles connues. Quand on va dans l'inférence ou le test, on va avoir plus précis, les classes plus précises. Ou par exemple, on a des nouvelles découvertes quand on a entraîné les modèles, ils n'existaient pas, ou actuellement non annotés. Ça veut dire que le campagne d'annotation, c'est pas fini. On espère de recevoir plus d'annotation et c'est possible que les classes qu'on a déjà considérées ne sont pas assez. C'est le cas dans beaucoup de projets avec nos partenaires. C'est un problème dans le monde réel. Et le but ici, c'est éviter le réentraînement parce que entraînement, c'est cher. Parfois, on a besoin d'infrastructures pour entraîner les modèles pour plusieurs jours ou parfois plusieurs semaines. Donc, le but, c'est éviter ça. Mais avant que je commence à parler de ces trois aspects, ces trois enjeux plus précis, je vais parler des données hybrides et réseaux multistream qu'on va utiliser comme la solution, les stratégies, les techniques pour ces enjeux. Données hybrides peuvent être multimodales ou unimodales. Par exemple, ici, on a un modèle qui reçoivent l'image et texte pour dire, par exemple, quelques informations sur l'image ou ici, le modèle considère comme un modèle entraîné conjointement. En même temps, on va entraîner un modèle ResNet qui est un modèle réseau de neurones convolutifs et un modèle très connu dans le domaine texte, WordWek. Mais le réseau siamois, en fait, c'est un réseau comme jumeau qu'on peut avoir les images ou en général les données de la même modalité, donc c'est un réseau unimodal. Et il y a deux branches qui sont totalement identiques et on a un concept qui s'appelle contrastive loss
le but ici, c'est pour dire que s'ils sont, par exemple, c'est en fait une classe binaire pour dire que il y a les paires positives ou, par exemple, dans le cas réel et fausse, on peut dire réel, c'est positif et négatif, c'est pour fausse. Et le but de ce contrastive-là, c'est augmenter la différence entre les paires négatives et réduire la différence entre les features des entrées, des inputs de paires positives. Ça, c'est le réseau siamois, mais il y a des réseaux siamois qui peuvent recevoir en fait les données multimodales comme ici, que le but, c'est de trouver un style qui est match avec les images et on peut renforcer ça avec les textes auxiliaires pour améliorer le résultat de recherche. Et finalement, on a un réseau triplet qu'en fait, au lieu de deux branches, on a trois branches. On a en entrée qui s'appelle Conquer. Ça, c'est pour construire les triplets avec en instance positive et en autre possible, c'est possible d'être positif ou négatif. Donc, avec Anchor et positif et en autre positif ou négatif, on peut avoir un triplet. Pour ces raisons, on a besoin de passer beaucoup de temps pour créer les triplets, mais avec les réseaux siamois, c'est plus facile. Donc, le premier enjeu, c'est un petit jeu de données qui est dans le cas que c'est difficile à trouver, mais possible ou facile à annoter. Si on retourne dans notre exemple de chat et chien, chat et chien, ils sont les animaux qui ne sont pas rares, mais imagine qu'on va faire une classification pour les animaux rares, comme par exemple les picadilly, qui est découvert en 1983. Et après ça, observé presque 20 ans après. Donc, il n'y a pas beaucoup de données sur cet animal rare. Et dans ce cas, on a un autre problème aussi qui s'appelle des données déséquilibrées, que dans ce cas, il y aura un biais sur l'entraînement, que par exemple, imagine, on va faire une classification de chat, chien et picadilly, et car on a beaucoup de données pour chat et chien, le modèle va avoir un biais sur les deux classes dominantes. Et dans ce cas, transfer learning ne peut pas aider beaucoup parce que simplement, on n'a pas beaucoup de données. Le jeu de données, c'est très petit. Ou parfois, surtout dans les cas de médical, les images qui sont rares ils ne sont pas naturels, surtout si on va utiliser les modèles préentraînés sur un dataset d'images naturelles comme ImageNet. Pour ces images, transfer learning ne peuvent pas aider beaucoup. Ça, c'est notre enjeu. Aussi, un autre problème qui cause d'avoir un petit jeu de données, c'est
que le fait que récolter des données souvent chères et compliqué, parce que parfois ils ont besoin d'experts, par exemple en médecin, pour faire les images MRI, ou c'est difficile à récolter parce qu'ils ont besoin d'infrastructures, des pareils, et c'est difficile à récolter, par exemple, pour ces images à droite qu'ils utilisent en caméra near infrared pour détecter les plaques sur les dents, les plaques jaunes qui ne sont pas très développées. Ils utilisent cette caméra spéciale et ils ont besoin de scanner les dents précisément, et c'est très intrusif et c'est difficile à récolter les données comme ça. Et aussi, il y a beaucoup de processus et règlements pour certaines données, surtout dans la médecine. On a besoin de considérer les aspects éthiques, et après ça, l'accès à données. Aussi, on a besoin de faire des identifications pour enlever l'identification des patients, des gens qui sont participés, aussi pour le problème de transfert les données, pour stocker les données. Après ça, pour vérifier la qualité de données, finalement, annotation. Donc, à cause de ces enjeux, dans beaucoup de cas réels, dans beaucoup de projets réels, c'est difficile de récolter de données. Donc, c'est pas toujours très facile comme le problème de Xiaoxiang. En stratégie qu'on utilise au crime pour plusieurs projets, c'est entraînement avec des pairs. L'avantage de ça, c'est qu'on utilise le modèle siamois avec, imagine, on a n données, mais avec les pairs avec les images, les données, les entrées différentes, on peut créer plus de pairs que justement n données, que si par exemple n c'est assez, c'est encore petit, mais presque 1000 entrées, on peut avoir presque centaines, mille de données, de pairs pour entraîner, et ça donne de la chance au modèle pour apprendre la différence entre ces entrées, et donc il peut apprendre les features plus riches, et ça, c'est par exemple, ici, on voit qu'on a les images avec les maladies de peau, c'est très difficile d'annoter, c'est difficile aussi d'avoir les données comme ça à cause de les restrictions que j'ai parlé. Donc, dans ce projet, dans ce papier qu'on a trouvé, ils ont utilisé cette technique pour donner leur modèle, voir plus de données, ou concentrer plus sur la différence entre ces entrées. Et c'est un problème régression, que le but c'est de prédire les scores pour dire que l'intensité de maladie c'est sévère ou non.
Mais pour la classification aussi, c'est possible qu'on peut le voir dans la stratégie 3. En judo, c'est que les données, c'est pas assez annoté. Pour l'apprentissage supervisé, on a besoin d'annotation de labels pour dire un modèle, ça c'est chat ou ça c'est chien. Mais dans beaucoup de cas pratiques, c'est difficile de faire l'annotation parce que tout d'abord, c'est cher. Par exemple, dans l'image qu'on voit ici, c'est pour segmentation sémantique et ça, c'est sur le niveau de pixels. On a besoin, un annotateur a besoin de annoter chaque pixel pour dire si c'est une voiture ou si c'est la route, si c'est la personne, tout. Et ça, c'est très compliqué. Et plus compliqué que ça, c'est segmentation instance. Que par exemple, pour chaque identité, chaque classe, on a besoin de définir identité. Par exemple, la personne 1, personne 2, personne 3, la voiture 1, la voiture 2, pour les arbres, pour tout, on a besoin de donner les labels plus précis. Et aussi, dans le cas de gradé ou screening, on a besoin de plusieurs annotateurs, pas justement un, pour réduire le biais. Et ça, c'est aussi, ça fait l'annotation très chère. Et aussi, on a besoin d'expérience, experts. Par exemple, si c'est pour médical, on a besoin peut-être en médecin pour faire les annotations. Et tout ça prend beaucoup de temps. Et aussi, on peut avoir les annotations sont, les données sont annotées très peu ou partiellement. Pas tout sont annotés. Que les techniques pour ça, c'est utiliser semi-supervised ou pseudo-labeling. Ou aussi, on a un autre type de ça, que les données ne sont pas annotées du tout. Que le technique pour ça, c'est l'apprentissage non supervisé. Mais dans le cas qu'on va parler aujourd'hui, on va parler d'avoir d'annotation. On a les données tout annotées, mais avec les labels faibles. Ça veut dire que les labels ne sont pas très informatifs, ils ne sont pas très précis. Et ça, c'est fait l'annotation moins chère, plus facile et plus vite. Mais le prix, c'est qu'on a moins d'informations sur les labels. Et par exemple, parfois, c'est possible de faire l'annotation automatiquement. Et ça, c'est un genre de données imparfaites. Mais les données imparfaites sont une grande catégorie. Mais dans ce cas, notre deuxième aspect, c'est un cas pour ça. Et la technique ici, c'est l'apprentissage faiblement supervisé. On va parler sur ça. Un exemple de données faiblement annotées, c'est reconnaissance de personnes. Le but, c'est que d'avoir pour chaque bounding box, on ajoute aussi l'identité pour chaque bounding box. Par exemple, mais ça, c'est très difficile à faire. Il prend beaucoup de temps, c'est cher. Et on a besoin de faire ça pour millions de frames de vidéos parce qu'on va chercher les personnes dans les vidéos différentes avec les labels d'identité.
Mais au lieu de ça, il y a des recherches, des travaux qui utilisent les annotations faibles. Que ça veut dire qu'on peut avoir les bounding box, mais sans étiquette d'identité pour chaque personne. Ça, c'est en jeu et dans beaucoup d'applications médicales et surtout segmentation, on peut faire ça. Mais on a besoin aussi d'avoir une stratégie pour diriger les données faiblement annotées. Pour notre stratégie ici, dans ce recherche, c'est utiliser les modèles siamois encore, mais parce que ces modèles sont excellents à apprendre et la différence entre les entrées, on peut utiliser ça pour vérifier l'identification. Et pour les labels et étiquettes d'identité, on peut utiliser là ce qu'il s'appelle Cluster Level Contrastive Loss. Et le but, c'est que ici, le modèle siamois, dans une branche, il reçoit l'image complète et pour une autre branche, il reçoit une partie ou un crop d'image pour chaque personne parce que c'est facile d'obtenir les bounding box, par exemple avec un détecteur d'objets comme YOLO, on peut détecter, on peut avoir les bounding box. Donc, tout ça peut être automatique et on a besoin justement de profiter de contrastive loss pour créer les labels d'identité. Et en jeu 3, comme je parlais d'abord, c'est pour éviter le réentraînement pour les nouvelles classes. Imagine qu'on pouvait récolter beaucoup de données et ensuite les annoter complètement, précisément. Est-ce que nous avons un modèle parfait qui fonctionne très bien et fait ses tâches parfaitement? Non. Parce que parfois, dans beaucoup de scénarios concrets, l'application au monde réel, on a des nouvelles classes qui arrivent après qu'on a fini l'entraînement. Par exemple, un cas, c'est que, imagine, on a entraîné un modèle de reconnaissance faciale pour identifier 1000 employés et un jour après, un nouveau employé, l'employé 1001 t'arrive et le modèle a besoin d'identifier, mais il ne peut pas reconnaître dans ses prédictions. Et ça c'est aussi, imagine que la personne, c'est très similaire à un employé. Ce serait peut-être faire une erreur pour identifier comme une autre personne. Donc, est-ce qu'on va réentraîner le modèle qu'on a hier entraîné, imagine après une semaine, 2 semaines qu'on a fini l'entraînement pour chaque nouveau arrivé? Non. Ça, c'est le but de stratégie 3. Pour stratégie 3, on a entraînement pour les classes connues et ou les nouvelles classes. Donc, le premier stratégie, il s'appelle apprentissage one shot ou few shot. En autre, c'est apprentissage zero shot.
Pour l'apprentissage one-shot, tout d'abord, les tâches typiques avec les réseaux siamois et l'apprentissage contrastive loss, c'est on a un cas de vérification de signature. Signature ici, ça veut dire le feature pour l'entrée pour image, texte. On présente avec un feature avec moins de dimensions qu'une grande image ou un grand texte, ou vérification de similarité. Ça, c'est un problème de classification binaire pour indiquer si la signature candidat est réelle ou fausse, par exemple pour vérification faciale avec un deepface, comme on le voit. Le but, c'est une personne dit que son identité, c'est qui est inscrit dans le modèle, et le but, c'est vérifier si c'est correct ou non. Aussi, une autre tâche typique avec les réseaux siamois, c'est grader la similarité. Ça, c'est un problème de régression pour mesurer la similarité entre les entrées en prédisant un score par l'apprentissage de métriques. Par exemple, pour récupération d'images basées sur le contenu, ou en anglais, Content-Based Image Retrieval, ou l'apprentissage de compatibilité des styles, comme on voit dans son modèle. On a comme le modèle siamois, on a deux CNN identiques, chaque branche sont identiques, et le but, c'est de prédire un score entre 0 et 1 pour dire que si les deux entrées sont compatibles ou non. Mais on peut utiliser l'apprentissage one-shot pour une classification one-shot qui est un peu différente de classification standard. Ça, c'est pour transformer un modèle de vérification qu'on avait pour vérification des signatures, pour reconnaissance faciale, en classificateur. Donc, le modèle entraîné pour une tâche de vérification, une classification binaire pour dire ça c'est correct ou non, ça c'est réel ou fausse. Mais pour l'inférence, la tâche va être différente et changer à la classification. Ahmed, excuse-moi de t'interrompre un peu. Tu sais, il est 10h50, donc il va falloir que tu vois comment tu peux avancer plus vite, en fait, pour faire le tour de tes points. D'accord, merci. Donc, ce type de modèle apprennent à encoder les images dans ces entrées des features embedding plus forts au lieu d'apprendre qu'elles appartiennent à quelle classe. Donc, ça, c'est classification standard. Donc, le modèle ici ne va pas apprendre les classes, les labels, mais pour vérification, il va apprendre la différence. Et un score de similarité doit prédire par la modèle siamois entre l'image test et le représentant template pour chaque classe. Mais pour classification few-shot, on va avoir plus d'un représentant et prendre le moyenne. Et finalement, la classe dans l'image test sera celle qui fait le score de similarité maximum. Mais c'est possible d'avoir toutes les images dans le test de classe, de nouvelles classes, totalement, comme on dit en anglais, unseen. Et ça, c'est un cas de l'apprentissage one-shot conventionnel,
ou on peut avoir le mélange les deux, signe et unsigne, que dans ce cas, l'apprentissage one-shot, ce serait généralisé. Voilà, ça c'est ce qu'on fait pendant l'entraînement. C'est une tâche de vérification. Justement, on apprend si c'est la même catégorie ou non. Mais pour l'inférence, pour testing, on va prédire un score et de similarité. Le maximum, ce serait la classe. Donc, la classe sont entrées pour dire c'est quoi les classes dans le phase de test. Ici, un modèle qui est par exemple entraîné sur le jeu de données Omniglot, qui est un caractère de toutes les langues du monde, mais testé sur MNIST, la performance c'est 70%, mais c'est intéressant qu'on pouvait entraîner avec les données différentes et finalement les nouvelles classes sont les numéros. Limitation qu'on a pour classification one-shot, c'est que par exemple, si l'identité de nouvelles classes sont trop différentes de celles des données d'entraînement, la performance ne peut pas être très efficace. Par exemple, si ici, on a entraîné les voitures récentes et on utilise pour les voitures très classiques, la performance, c'est possible d'être pire. Ou par exemple, si on a entraîné pour les animaux à 4 pattes, et, les nouvelles classes sont oiseaux, ou par exemple, comme on a vu pour entraîner sur Omniglot, mais tester sur MNIST. Donc, simplement, le problème de one-shot, c'était que pendant l'entraînement, on n'a pas beaucoup d'informations quel type de nouvelle classe on va recevoir. Mais pour zero shot, apprentissage zero shot, on peut donner au modèle pendant l'entraînement des textes auxiliaires au lieu des labels explicites. On n'a pas besoin de donner label pendant l'entraînement. On peut donner les textes, par exemple, dans l'exemple ici, on peut avoir ces images, on perd image et texte pour dire « These are my 3 cute cats sitting on our couch ». Et après ça, le modèle va apprendre, s'il voit beaucoup de données comme ça avec les textes, il peut comprendre apprendre que les 3 objets ici, ils sont les chats. Ou par exemple, dans le cas ici, pour le cheval et zébra. Donc, l'apprentissage zéro chat donne l'opportunité à un modèle à apprendre à créer de bons labels. Il y a un travail très remarquable qui s'appelle Contrastive Language Image Pre-Training Clip, qu'ils utilisent l'apprentissage contrastif pour comprendre la relation entre les paires d'images et textes. Mais il a besoin de beaucoup de données, 400 000 millions paires images et textes. Ils sont utilisés pour entraîner son modèle. Un autre genre de technique, c'est de générer des données pour les nouvelles classes pendant l'entraînement en utilisant les modèles génératifs GAN. Mais pipeline de clip, c'est que pendant l'entraînement, on donne justement les textes et on permet le modèle à apprendre de texte. Et pendant les
les tests, l'inférence, on peut donner les classes prévues, les nouvelles classes aussi, si on a un mélange des nouvelles et connues, ce serait généralisé, que c'est plus le cas dans les applications pratiques. Donc, c'est pendant l'inférence qu'on va avoir les classes et les labels. Ça, c'est le futur de beaucoup de tâches en vision qu'on n'a pas besoin d'avoir les labels pendant l'entraînement. Et aussi pipeline génératif, c'est que, par exemple, avec les textes qui est disponible pendant l'entraînement, le modèle va générer les données nouveaux et comme ça, le modèle va être entraîné avec les classes prévues. Mais le problème ici pour OneShot, c'est qu'on a besoin de savoir quel type de nouvelles classes va arriver. On a besoin de prédire sur les nouvelles classes. C'est difficile de récolter beaucoup de textes, comme par exemple dans le cas de clip 400 millions paires de textes et d'images. Donc, pour conclusion, récolter des données difficiles, chères, a besoin d'experts pour beaucoup les scénarios, au moins au monde réel. Même si on imagine on a réussi de récolter beaucoup de données et les annoter est encore difficile, fastidieux, cher, et on a encore besoin d'experts pour annoter aussi. Et finalement, si on pouvait récolter beaucoup de données avec de bonnes annotations, c'est possible dans beaucoup d'applications pratiques. Des nouvelles données arrivent dans l'inférence que leurs classes sont inconnues au modèle entraîné. Donc, il y a des stratégies et des techniques pour améliorer la performance des modèles entraînés sous ces conditions, mais il y a encore des limitations qu'on a discutées. Ça, c'est les références principales. Merci de votre attention. Question? Merci beaucoup, Ahmed, pour cette introduction. C'est vraiment une introduction à un très grand sujet. Merci aussi d'avoir donné la présentation en français. Alors, c'est un acte héroïque en soi. Alors, écoutez, il y a de la place. On est déjà midi, mais ceux d'entre vous qui souhaitent rester, on aurait du temps pour quelques questions. Alors, vous pouvez envoyer la question là-bas sur le chat. Question, pouvez-vous remettre le diapo des références? En fait, moi, j'aurais une question à mettre en attendant. Dans le fond, dans la dernière approche, dans le clip, au lieu d'utiliser des labels fixes, on utilise le langage et ce que le langage représente en fait comme connaissance humaine, comme étant comme étant un système d'annotation parfait, en fait, un système qui a fait ses preuves au cours de l'histoire et qu'on exploite le langage pour ça. Oui, en fait, les informations, on essaie de garder les informations de texte auxiliaire aussi générales que possible. Donc, par exemple, on a vu que pour le cheval et pour le zébra, il a donné les informations pour expliquer dans le cas que vous avez le modèle a vu en animal pas un peu similaire à ce qu'il a déjà vu, mais pas précisément ça. Ça, c'est le zébra. Ou dans le cas
ici qu'on avait les voitures classiques pour l'inférence, mais on n'a pas vu les voitures comme ça. On peut, sur les textes, on peut dire que si tu as vu les voitures avec les lumières comme rondes, ça c'est encore un autre type, un autre genre de voiture. Donc, ça, c'est oui, c'est fait par Oman. C'est encore, il demande beaucoup c'est un type, en fait, une annotation, mais pas explicite pour dire que ça, c'est voiture. Ça, c'est plus général et c'est encore cher de faire ça. Ça, c'est avantage en fait de one shot, à l'apprentissage one shot, cause zéro shot, qu'on a justement très simple pour dire que ça c'est la même chose ou non. Donc c'est plus facile pour les annotations ici, c'est plus facile. Bon, ben, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais remercier Ahmed et je vais remercier toute l'assistance ici. Je vous invite à nous envoyer des commentaires et des questions ou des suggestions pour de prochaines les prochaines classes de maîtres. On peut aussi, ici, évidemment, on vient de parler de beaucoup de sujets différents, comme survol. S'il y a un intérêt pour ça, on pourrait prendre un de ces aspects-là et faire une classe de maître spécifiquement là-dessus. Donc, merci à tous et au rendez-vous à la prochaine classe de maître. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir.